Je pense que c'est ma façon d'exorciser tout ça. Il y a des personnes qui vont faire une thérapie, il y en a d'autres qui trouvent d'autres moyens. Moi, j'avais ce désir en moi d'écrire cette histoire. Je le sentais en fait, le livre était en moi avant même d'être écrit. Et ouais, il y a des moments où vraiment, je m'arrêtais dans une tâche et tout, et je me mettais à écrire. J'en avais vraiment le besoin physique. Et puis petit à petit, ouais, je me suis dit, bah, j'ai envie de le faire. J'avais jamais écrit de livre avant, bien sûr. Je me suis dit, bon, allez, on tente. En fait, on voit, si ça se trouve, je vais pas réussir, c'est pas grave. Mais j'essaye d'écrire cette histoire, j'en ai besoin. Ça va être thérapeutique aussi, quoi. Donc je suis Et- tombée très rapidement enceinte, beaucoup trop tôt. Ça faisait 3 semaines qu'on était ensemble. Donc, Ah oui, oui, ça va très vite, hein. ouais, l'avortement, c'était pas une, comment dire, c'était une logique, la suite logique. Il n'était pas du tout question d'avoir un enfant. Et donc, je l'ai vécu comme un non-événement à ce moment-là, plutôt comme une contrainte dans mon agenda. Il y avait beaucoup de choses à faire. Voilà, j'ai essayé de me détacher émotionnellement de cet épisode. Et je l'ai géré, ouais, vraiment comme un truc de plus sur ma to-do list, quoi. Pour ce nouvel épisode de Source d'inspiration, je reçois Justine Renaudet, autrice du livre Ventre triste chez Hello Éditions, un récit dans lequel elle se livre sur son avortement et lève le voile sur l'infertilité qui reste un sujet encore tabou en 2025. Eh bien, bonjour Justine. Bonjour Kevin. Ravi de te recevoir dans ce nouvel épisode de Source d'inspiration. Quelques mois après la sortie de ton premier livre, Ventre triste, paru chez Hello Éditions. Alors avant ça, revenons sur ton parcours. Tu es né à Blois, dans Ouais. le Loir-et-Cher. Mm. Quelle enfance tu as eue? Quelle enfance j'ai eue? J'ai eu une enfance très paisible. J'ai grandi dans un petit village du Loir-et-Cher. Donc c'était cette époque où on jouait des week-ends entiers dehors, dans le jardin, voire même dans le village. Il n'y avait pas les écrans, il n'y avait pas les téléphones. Donc ouais, une enfance à la campagne, très, très chouette, avec des loisirs très simples en fait. Voilà. Et quelles sont les études que tu as suivies? Ouais, je suis montée à Paris pour mes études, donc après mon bac, que j'ai fait à Vendôme. J'ai fait une classe prépa Hippocagne-Cagne. Ensuite, j'ai fait une double licence à la Sorbonne de lettres modernes et langue, littérature, civilisation étrangère en anglais à la Sorbonne Nouvelle. Mhm. Et après ces 3 ans, j'ai fait un MBA dans une école de management et communication qui s'appelle l'EAC, qui D'accord, formait au métier de la culture, du journalisme, de l'art, voilà. d'accord. Ah, si j'avais connu cette école, je l'aurais faite. Moi, c'était l'ESJ, hein. Ah oui, ah ouais, mais là c'était vraiment ouais, très très orienté quand même secteur culturel. D'accord. Alors, après tes premiers pas dans le numérique, tu as participé au démarrage de Blablacar. Ouais, oui, on peut dire comme ça, parce que j'ai rejoint Blablacar en novembre 2011, et à l'époque, c'était encore une toute petite start-up, et on était une trentaine de salariés. Donc, tu vois, aujourd'hui, ils sont plus de 800. Mhm. Donc oui, on peut dire que c'était quand même les débuts. Et tu as travaillé aux côtés de Frédéric Mazella, hein. Ouais, tout à fait. Ouais, le fondateur de Blablacar, ben, en fait, comme je suis arrivée très tôt chez Blablacar, à l'époque d'ailleurs, ça s'appelait covoiturage.fr, hein. On D'accord. a oublié, mais ça avait ce nom-là. Et donc, j'ai eu la chance de pouvoir travailler en étant proche de Frédéric Mazella, mais aussi des autres cofondateurs, donc Francis Nappé et Nicolas Brusson. Et puis, j'ai eu la chance de faire un peu mon trou dans cette start-up, parce qu'on n'était pas nombreux au début. Et on n'était pas dans beaucoup de pays. Et puis, ça s'est vraiment développé, ça a explosé. Et j'ai pu faire un petit peu mon expérience et donner l'orientation à ma carrière professionnelle que j'avais envie en évoluant avec la boîte, en fait. C'était une super opportunité. Tu étais encore étudiante en parallèle ou bien c'était tes débuts dans la vie active déjà? Bah, c'était mon premier emploi parce D'accord. que en fait, j'ai fait un stage de fin d'études. Pendant ce stage, j'ai découvert l'application mobile Commuto, donc qui était l'application mobile de covoiturage.fr. Et à la fin de ce stage de fin d'études, je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas regarder les offres d'emploi dans cette start-up, ça a l'air sympa. Et il y avait une offre en communication. J'ai postulé, j'ai été prise. Voilà, ça s'est fait comme ça. Donc, premier CDI. Et quel souvenir tu en gardes de cette aventure? Oh là là, tellement.
Bah, ça a été, j'y suis restée 6 ans, 6 années très riches. Je pense que démarrer sa carrière professionnelle dans une entreprise comme Blablacar, c'est une chance inouïe. J'ai beaucoup appris au contact des cofondateurs, mais aussi des premiers employés qui étaient là et tous ceux qui ont suivi. J'ai connu toutes les étapes de l'entreprise, donc la petite start-up qui démarre, puis l'internationalisation, les levées de fonds successives, le fait qu'on ait lancé non pas que le covoiturage, mais aussi les bus. Ça a été vraiment très très formateur et extrêmement riche comme expérience. Ah oui, effectivement, hein, qui n'était covoiturage.fr, qui n'a rien à voir avec le Blablacar d'aujourd'hui, Oui, quoi. ouais, complètement. Et puis, c'est une entreprise où il y a une culture très forte, qui est, à l'époque, en tout cas, parce que c'est vrai que j'ai quitté en 2018, mais qui était très incarnée par les fondateurs. Ouais, c'est gravé en moi pour toute ma vie, hein. J'ai fait aussi des superbes rencontres avec des personnes qui sont devenues des amies. Et puis, quand même, j'ai rencontré mon mari chez Blablacar, c'est pas rien. Ah et oui, on va Mari et père de l'évoquer. mes enfants. Et oui, on va l'évoquer. Et puis il y a eu Colette Ouais. en 2019, hein, je crois, ou Colette, 2020. oui, début 2020, ouais. D'accord. C'est la deuxième start-up que j'ai cofondée, qui était donc une plateforme en ligne de cohabitation entre générations. Donc, on aidait les personnes âgées à loger des jeunes sous leur toit dans des chambres inoccupées. Donc, ça leur permettait à ces personnes âgées de briser la solitude et de générer aussi un revenu complémentaire, Mhm. non négligeable pour leurs vieux jours, quoi. Donc, j'ai fait ça ouais, de 2020 à fin 2023. D'accord. Et puis c'est en partie grâce à ça que tu as été nommé dans le palmarès des 40 femmes Forbes Ouais, en et 2022. ouais, tout à fait. J'ai eu l'honneur de figurer dans ce classement, donc en 2022, des 40 femmes Forbes, aux côtés de femmes exceptionnelles, inspirantes, brillantes. Marlène Schiappa, Laura Le Sueur, enfin bon, plein de super nanas. Et ouais, pour, je dirais, récompenser, je pense, pour la mission très vertueuse de cette start-up qui permettait de renforcer la solidarité entre générations. Mhm. Mm. Tout à fait. Et pour toi, j'imagine, oui, tu le dis, hein, c'était une consécration aussi, Mm, hein, mm. pour toi. Ouais, c'est hyper. Enfin, j'étais hyper honorée de figurer dans ce classement. Être dans le réseau des femmes Forbes, ça ouvre beaucoup de portes aussi. C'est un super réseau donc, de femmes qui s'entraident. Ouais, très heureuse de ça. Alors, au milieu de ces aventures professionnelles, tu as connu une vie personnelle assez mouvementée, hein, Mm. qui a donné naissance à ton premier livre, Ventre triste, paru chez Hello Éditions. Alors, tu y racontes ton parcours intime face au désir d'enfant contrarié. Mm, mm. Tout d'abord, pourquoi avoir fait un livre? Mm. Oui, je pense que c'est ma façon d'exorciser tout ça. Il y a des personnes qui vont faire une thérapie, il y en a d'autres qui trouvent d'autres moyens. Moi, j'avais ce désir en moi d'écrire cette histoire. Je le sentais en fait, le livre était en moi avant même d'être écrit. Et ouais, il y a des moments où vraiment, je m'arrêtais dans une tâche et tout, et je me mettais à écrire. J'en avais vraiment le besoin physique. Et puis petit à petit, ouais, je me suis dit, bah, j'ai envie de le faire. J'avais jamais écrit de livre avant, bien sûr. Je me suis dit, bon, allez, on tente. En fait, on voit, si ça se trouve, je vais pas réussir, c'est pas grave. Mais j'essaye d'écrire cette histoire, j'en ai besoin. Ça va être thérapeutique aussi, quoi. Et pourquoi Ventre triste comme titre? Ma ventre triste, en fait, c'est... je vais pas trop, comment dire, spoiler le livre, mais ventre triste, c'est vraiment cette idée de maternité qui ne vient pas, quoi, de non-maternité subie, que je raconte dans le livre, mais c'est aussi en référence à l'avortement, l'interruption de grossesse que j'ai vécu en 2016. Tout tourne autour du ventre, en fait, dans le livre. Et le côté triste, c'est pour tous les épisodes qui arrivent et qui sont plutôt pas cool, que je décris dans le livre, quoi. Tu parles de ta rencontre avec, je peux le citer, Raphaël, Ouais. ton mari que tu as rencontré en 2016, hein.
D'ailleurs, comment s'est passée la rencontre Mmh. avec lui? Ouais, bah, la rencontre, Tu s'est le faite. racontes dans le livre, mais c'est pour les Oui, oui, auditeurs. oui. Eh bien, la rencontre, elle s'est faite au travail, hein, vu qu'on s'est rencontrés, sans surprise chez Blablacar. C'est marrant parce qu'il était en poste depuis quelques mois et à ce moment, chez Blablacar, je pense qu'on était à peu près 500, donc c'est quand même beaucoup. Et on devait pas travailler sur le même plateau ou au même étage. Et puis, un jour, dans mon équipe communication, enfin dans l'équipe France, avec la communication, on organise un petit after work, comme on dit. Et on avait, je crois qu'on avait dû gagner des bouteilles de champagne. Et donc on se dit, allez, on va faire un petit after work sympa. Et en fait, il arrive. Et je sais pas, il y a eu un espèce de coup de foudre instantané. Je l'ai vu passer le pas de la porte et je me suis dit, ah oui, voilà l'homme de ma vie, quoi. C'est assez étonnant comme pensée, mais c'est le premier truc qui m'est venu à l'esprit. C'est comme ça que je l'ai rencontré et donc bah, je lui ai parlé pour la première fois à cet after work-là. Et puis petit à petit, on a commencé à se parler et voilà, ça Mais, s'est fait. mais c'était marié au premier regard avant l'heure, quoi. Bah, en tout cas, ouais, je sais pas, c'est très étonnant. Ça peut paraître un peu fleur bleue ou quoi, mais vraiment, quand je l'ai vu, c'est comme si je l'avais reconnu. Et, et vraiment, ça s'est imposé à moi, cette pensée. C'est l'homme de ma vie, quoi. Bizarre, mais surtout qu'à cette époque, j'étais quand même avec quelqu'un Mhm. depuis quelques années. Donc, c'est pas comme si j'étais célibataire. Ah oui, d'accord. Et pourtant, j'ai eu ce flash, en fait. Donc ouais, marié au premier regard, c'est ça. Mais avec Raphaël, tu vas en voir des vertes et des pas mûres, hein. Il y a déjà effectivement l'épisode de ton Ouais. avortement en 2016. Mm. Comment tu l'as vécu cet épisode? Ouais, bah, je l'ai vécu, c'est vrai que je le décris dans le livre, un peu comme une tâche supplémentaire dans mon agenda très chargé à gérer. Je suis tombée enceinte très 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 rapidement de Raphaël, hein, le prénom est changé, hein, il y a quelques éléments comme ça dans le livre qui sont des prénoms qui sont changés, des petites choses. Donc je suis tombée très rapidement enceinte, beaucoup trop tôt. Ça faisait 3 semaines qu'on était ensemble. Donc Ah oui, oui, ça va très vite, hein. ouais, l'avortement c'était pas une comment dire, c'était une logique, la suite logique. Il n'était pas du tout question d'avoir un enfant. Et donc, je l'ai vécu comme un non-événement à ce moment-là, plutôt comme une contrainte dans mon agenda. Il y avait beaucoup de choses à faire. Voilà, j'ai essayé de me détacher émotionnellement de cet épisode. Et je l'ai géré, ouais, vraiment comme un truc de plus sur ma to-do list, quoi. Et comment ton couple a traversé cette épreuve? Parce qu'il y a eu l'avortement, mais il y a eu aussi beaucoup de choses, hein. Ouais, oui, oui, parce que bah, après, en fait, le jour où on a voulu avoir un enfant avec mon mari, pour le coup, pour de bon, c'est là que les ennuis ont commencé, si je puis dire. Ça venait pas, en fait. Donc, on avait d'un côté une grossesse qui était arrivée beaucoup trop tôt, au bout de 3 semaines, sans le vouloir. Et après, à partir du moment où on a voulu en avoir un, eh bien, l'attente longue, terrible, extrêmement dure, qui a duré quand même près de 2 ans et demi Mm. pour avoir un enfant. C'est très long quand on veut un enfant, c'est très très, c'est une souffrance terrible, la pire que j'ai jamais connue à ce jour. Euh, donc oui, finalement, l'avortement à ce moment-là est revenu tel un boomerang dans ma vie. Parce que forcément, quand on veut avoir un enfant et qu'on se souvient qu'à un moment donné, on a balayé la vie d'un revers de main quelques années plus tôt, ça fait très mal en fait. On se rend compte tout d'un coup de la valeur de la vie. Et moi, je m'en étais pas rendu compte à ce moment-là. Et ça a été très... J'ai dû, en fait, quelques années après l'avortement, revivre tout ça et faire un vrai deuil, en fait. Donc ouais, c'était une période difficile. Mais après, il y aura, par la suite, évidemment, il y aura deux heureux événements, hein. La Oui, naissance de tes deux fils, hein, oui, James et Marcus. Et là, j'imagine que là, c'était vraiment l'émerveillement, quoi, ouais, pour toi. ouais, bien sûr. Et avec
un peu plus de maturité qu'en 2016 peut-être. Ah oui, complètement. Oui, oui, complètement. Une personne totalement différente. Donc oui, j'ai la chance immense d'avoir 2 petits garçons. James, donc, qui est finalement venu au bout de 2 ans et demi d'attente, in extremis, de manière naturelle. Donc, on avait entamé un parcours de PMA avec mon mari. Et finalement, juste avant d'entrer dans le protocole pour de bon, cette grossesse est arrivée tel un miracle. Donc, c'était incroyable. Et puis, au moment où j'ai commencé l'écriture de Ventre triste, j'ai eu aussi, on souhaitait un deuxième enfant. Et c'est là que je suis tombée enceinte de Marcus, qui est né en fin octobre 2024. Ah d'accord, il est né. Ah oui, il a pas encore un an, quoi. Non, il a 10 mois. Oui, oui. Alors, il est né. C'est marrant parce qu'il est né quelques mois après l'inscription de l'IVG dans la Constitution. Ouais. C'était le 8 mars 2024, près de 50 ans après la promulgation de la loi de Simone Veil. Mm, Qu'est-ce que tu as ressenti ce jour-là, mm. justement? Ouais, c'est particulier parce qu'en fait, au moment où j'étais en train d'écrire mon livre et de raconter tout le récit de mon avortement, il se passe ça. Et ça a été, ouais, ça a vraiment fait écho en moi. Et j'ai vraiment pris conscience de l'immense chance qu'on avait en France d'avoir l'IVG inscrit dans la Constitution. Tu dis même dans le livre que tu étais fière d'être française à ce Ouais, moment-là. vraiment, vraiment, parce que c'est à contre-courant de beaucoup de choses qui se passent dans le monde ailleurs, qui est terrible. Et en fait, j'étais en plein dans l'écriture de ce récit, et il se passe ça. Et ouais, j'ai énormément d'émotions qui se sont bousculées. Et je me suis rendu compte aussi de quelle serait ma vie aujourd'hui si je n'avais pas pu avorter. Euh, Comme c'est le cas malheureusement pour plein de femmes dans le monde. Et c'est d'ailleurs, même en France, hein, quelque chose qui n'est pas un acquis. Donc il faut vraiment... il va falloir œuvrer et se battre continuellement pour conserver ce droit. Ma vie, en tout cas, si j'avais pas pu avorter en 2016, elle serait totalement différente. Je ne sais pas quelle mère j'aurais été. Je ne sais pas si notre couple tout juste formé avec Raphaël dans le livre aurait survécu à ça. Même à tous les niveaux, hein, même aujourd'hui, professionnellement, j'aurais pas pu certainement cofonder 2 startups. Je ne sais pas, en fait. Mais... Mais ouais, ça s'est passé pile à... En fait, j'écrivais les dernières lignes du récit sur l'avortement quand cette information est passée. Donc, ça a ajouté énormément de poids à mes lignes, quoi. Toutefois, malgré cet événement historique, est-ce que tu considères que l'infertilité est encore tabou en France? Oui, complètement. C'est un sujet, l'infertilité, qui est encore tabou et qui est tu. C'est-à-dire que je trouve qu'il y a très peu de prévention encore sur l'infertilité, alors que typiquement, si on regarde l'infertilité masculine, elle a vraiment bondi en quelques dizaines d'années. Donc les hommes en fait sont de plus en plus infertiles. C'est pas du tout de leur faute, mais c'est en fait bref, je vais pas rentrer dans les détails scientifiques et tout, mais en général, on met plus de temps à avoir un bébé qu'auparavant. Les femmes aussi, de leur côté, hein, c'est le cas. On fait en plus des enfants de plus en plus tard. Donc, la fertilité, on le sait, elle baisse avec l'âge, etc. De plus en Euh, plus de femmes ont leur premier enfant à 40 ans aujourd'hui, hein. ouais, tout à fait, ouais. Ouais, ouais. Donc, oui, c'est sûr, on est moins fertile à 40 ans qu'à 20 ans. Ça, c'est indéniable. Je trouve qu'il y a très peu de prévention. Et surtout, quand on fait face à ça dans la société, on se sent très seul. En fait, il faut voir qu'aujourd'hui, on vit dans une société qui valorise énormément la réussite. Et surtout le succès rapide, fulgurant. Et en fait, quand on veut avoir un enfant et qu'on se heurte à l'attente et à un enfant qui ne vient pas, pour X ou Y raison, c'est la société en fait nous renvoie à une image un peu d'incapacité. On n'est pas capable de réussir à faire ça, c'est trop lent, on ne va pas assez vite. Donc c'est assez dur, on se sent seul, on n'ose pas en parler autour de nous. Donc oui, moi c'est vrai qu'aussi j'avais envie d'écrire ce livre pour
pour lever un peu le voile sur tous ces sujets. Parce que avec mon mari, on l'a vécu en étant très seul, très isolé émotionnellement. Et Encore plus durant la pandémie aussi, hein. encore plus Oui. pendant la pandémie, tout à fait, parce que mine de rien, ça s'est passé à ce moment-là. Et, et en fait, quand j'ai commencé à parler de mon livre, du sujet, eh bien, je me suis rendu compte à quel point ce qu'on avait traversé, c'est quelque chose que beaucoup de couples et beaucoup de femmes traversaient. C'est marrant parce que j'en ai parlé à des copines, même à des connaissances de mon réseau professionnel. Et c'est fou, il y a des femmes qui m'ont relaté ce qu'elles ont vécu et qui m'ont dit « T'es la première personne à qui j'en parle ». J'en avais jamais parlé avant, des difficultés à avoir un enfant ou alors de mon parcours de PMA. Et on sent que c'est une souffrance et qu'il faut réussir à ce que les langues se délient et que ça ne devienne plus un tabou et qu'on en parle ouvertement, en fait. Et justement, hein, c'est quoi les témoignages de femmes qui t'ont le plus touché après la sortie du livre, si tu en as reçu quelques-unes? Ouais. J'ai vraiment le témoignage d'une personne dans mon réseau professionnel qui m'a justement qui m'a dit qu'il y a quelques années, elle avait dû faire une FIV avec son mari parce que ça ne marchait pas. En fait, elle n'arrivait pas à avoir d'enfants. Et finalement, elle a réussi à avoir des jumeaux. Et elle m'a dit que personne ne le savait. Le fait qu'elle avait eu des jumeaux, qu'elle avait fait une FIV, enfin si, les jumeaux, ça tout le monde le sait, mais la FIV pour avoir un enfant, en l'occurrence là, ça a été des jumeaux, personne ne le savait. Elle m'a dit, t'es la première personne à qui j'en parle. Et ça m'a vraiment touchée parce que je me suis dit, oui, je pense que ce livre, il va finalement, il va parler à beaucoup de personnes, beaucoup de femmes, beaucoup de couples, et il va certainement aider à ce qu'on se sente moins seul et moins isolé sur le sujet. Donc j'ai été hyper touchée et c'est pour ça que je me suis dit, ce livre devrait, finalement, il parle de sujets intimes, mais finalement universels. Il devrait parler à beaucoup de monde. Et j'ai une lectrice de 87 ans qui m'a dit que elle s'était beaucoup reconnue dans le livre, donc j'étais stupéfaite parce que on n'est pas du tout de la même génération. Et donc cette lectrice de 87 ans, voilà, m'a dit j'ai beaucoup aimé ton livre, j'ai envie d'en parler avec toi, je me suis reconnue. Waouh, moi aussi ça m'a mis une claque et j'ai aussi des hommes de 50, 60 ans qui m'ont remercié, qui m'ont dit merci, j'ai compris beaucoup de choses, je me rends compte que j'ai pas été peut-être assez soutenant envers ma femme à certaines périodes. Et on parle d'hommes de 50, 60 ans. Enfin, moi, je suis contente que ce livre parle à plein de monde. Tout à fait. Et en tant que maman, avec tes deux petits gars, James et Marcus, est-ce que tu es la mère que tu imaginais être en 2016 ou avant? Ah, Bon, c'est peut-être plus à eux de le dire, mais bon. ouais. Je fais de mon mieux, mais clairement, être mère ou être parent, je trouve que c'est vraiment la chose la plus difficile. Les enfants, c'est très exigeant. Et ça nous pousse dans nos retranchements. Et non, je pensais pas être cette mère-là. Enfin, je pense que j'idéalisais un peu le rôle de mère et je me disais que je serais une maman, je sais pas moi, toujours très patiente, pas la maman parfaite, mais et en fait je me rends compte que bah non, je ne suis qu'humaine et que oui, par moments il me gonfle, oui, par moments je perds patience, oui, par moments je m'énerve, je crie, et c'est dur en fait de se rendre compte que non, ça nous renvoie une image de nous parfois qui est dure, quoi. Parce que j'aimerais bien être une mère, par exemple, qui ne crie pas, mais par moments, la fatigue, le stress, tout, on explose un peu, quoi. Je pense que c'est normal. Et c'est encore que le début hein, pour toi, Ouais, mon Dieu, oui, la crise d'adolescence n'est pas encore passée. hélas. Et si un jour avec ton mari, qui sait, vous donnez naissance à une fille, Ouais. est-ce que tu aimerais lui raconter tout ce que tu as vécu, ce que tu as enduré? Ouais, ouais, tout à fait, hein. Ouais, ouais. Mais même déjà quand mes garçons, ils auront l'âge de lire mon livre, voilà, je leur lèguerai et
Ça raconte aussi un peu de leur histoire et je pense que c'est important. Moi, clairement, j'ai envie qu'ils soient sensibilisés à tous ces sujets de tout ce que je mentionne dans le livre, l'avortement, l'infertilité, surtout là pour le coup, on n'en a pas parlé, mais dans notre cas, en fait, c'était une infertilité du côté de mon mari. Oui, 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 exactement. Et donc, en fait, oui, On n'en parle pas beaucoup d'ailleurs, l'infertilité masculine. ouais, Assez peu. non, non, très peu, très peu. En fait, l- non, c'est très tabou. C'est-à-dire que moi, j'ai découvert l'infertilité masculine avec tout ce qu'on a traversé. Ça ne m'était jamais venu à l'esprit qu'en fait, ça pouvait être, entre guillemets, du côté de l'homme que ça bloque. Parce que c'est pareil, ça, la société nous renvoie l'image que c'est la mère en fait. Hmm. C'est la mère qui porte l'enfant, c'est la mère qui est un peu à l'origine de tout, alors qu'en fait non, un enfant ça se fait à deux. Mais on a ce truc de si on n'arrive pas à avoir un enfant, on se sent coupable en tant que femme. C'est comme si c'était nous, c'est de notre faute. C'est terrible. D'ailleurs, il faudrait réussir à déconstruire ça. Le livre, j'espère, apporte un peu fait des petits pas vers ça. En tout cas, pour revenir à la question initiale, oui, oui, j'ai bien envie d'en parler à mes fils. Et puis, qui sait ce que l'avenir nous réserve, en effet. Hein, si on a un troisième enfant, si on a une fille, ouais, tout à fait. Ça sera pareil. Hein. En tout cas, avec ce livre, tu auras eu l'audace de lever le tabou sur l'infertilité, aussi bien féminine que Mm, masculine. Tu as réussi aussi à faire un livre transgénérationnel. mm. Et comment il a été reçu depuis, il est encore récent, hein, mais tu avais publié un post sur LinkedIn Mm. récemment où tu te vantais d'être une autrice inconnue. Ouais, bah ouais, quand on est une autrice inconnue, c'est pas simple de faire ressortir le livre parmi centaines et les milliers de livres de la rentrée littéraire, par exemple. Euh, donc, c'est beaucoup d'huile de coude, il faut en parler. Enfin, le bouche à oreille aide beaucoup le livre à faire son chemin parce que finalement, j'ai des retours très positifs des lecteurs et des lectrices de tous âges. Vraiment, j'ai même des adolescentes qui m'ont dit qu'elles lisaient peu et que là, elles avaient dévoré le livre. Donc c'est vraiment le bouche à oreille qui permet de le faire connaître. Et puis aussi des passages comme dans ton podcast. Là récemment j'ai été aussi interviewée sur une petite télé de la TNT. Voilà, réussir à en faire parler au maximum, c'est la clé. C'est sûr que ça aurait pas eu le même retentissement si ça avait été une personnalité ou une célébrité qui avait sorti un livre Ouais, sur bien ça, sûr. quoi. Ouais, ouais, bien sûr. Mais d'ailleurs, bon, c'est un vaste sujet, mais moi, j'ai lu un bouquin, bon, je tairai l'auteur cet été, mais d'un comédien très connu, vraiment qui est au top de la hype en ce moment. J'ai lu son livre parce que clairement, je l'ai lu parce que c'était lui qui l'avait écrit. Euh, j'ai trouvé que le livre était vraiment très mauvais. J'ai lu pas mal de critiques qui allaient un peu dans mon sens. Et je trouve en fait que c'est vraiment dommage. J'ai l'impression parfois que les maisons d'édition font des choix sans regarder vraiment la qualité de l'écriture, la qualité du bouquin, Mhm. mais juste font des paris sur des noms, entre Oui, c'est la guillemets. force du nom, quoi. C'est ça, Exactement. l'injustice. C'est ça. Et dernièrement, voilà, j'ai lu 2 livres comme ça, 2 ouvrages, l'un d'un comédien, l'autre d'une chroniqueuse de télé très connue. Les 2, j'ai trouvé que c'était pas très qualitatif. Désolée, hein, c'est mon avis, je le partage. T'as tout à fait le droit. Ouais, j'ai trouvé que c'était pas qualitatif et tout, mais parce qu'ils sont connus, parce que je pense qu'ils sont bankable, c'est plus facile pour eux d'être publiés dans des grandes maisons d'édition. Ouais, je trouve Et de c'est un gagner peu beaucoup frustrant. d'argent aussi. Oui, oui, certainement. Hein. Bon, ça, certainement. Après, je sais pas vraiment si c'est si rémunérateur que ça de d'écrire un livre, même si on en vend des milliers d'exemplaires. Mais, euh, mais bon, voilà. Donc, c'est pas quand on est une autrice inconnue, c'est pas évident d'émerger, ouais.
Heureusement, Sandrine Solaire est là, Ouais, l'attachée de presse. Sandrine, si tu nous écoutes, merci beaucoup de ton accompagnement. Et j'imagine que c'est pas d'actualité, mais est-ce que tu projetterais de faire un autre livre à Mm, l'avenir? mm. Ouais, tout à fait. Moi, j'ai adoré le travail d'écriture. C'était une grande découverte. Je ne savais pas si j'en serais capable et au final, le livre est là. Donc, c'est que j'ai réussi à le sortir. Pourquoi pas écrire d'autres livres? J'ai déjà des idées. Après, ça demande beaucoup de temps. Et en ce moment, avec la vie de famille bien remplie, et puis j'ai aussi un travail à temps complet, Mmh. j'ai Travailles pas. où déjà? Toujours avec Colette ou pas? Non, du Non? tout. Non, je suis dans une nouvelle start-up qui D'accord. s'appelle Loki, Oui. Ah oui, oui. LOKKI, qui développe plutôt la location d'équipements. Donc voilà, avec ce quotidien bien rempli, pour l'instant, je me projette pas sur l'écriture là, mais j'ai bien envie de réessayer le. Ouais, Bah, en tout cas, c'était un plaisir, hein, de te recevoir, hein, bah Justine. merci, pareil. Est-ce qu'on peut te suivre, sur les réseaux? Ouais, tout à fait. Alors bon, déjà, pour, peut-être les personnes qui nous suivent ici, plutôt pro, sur mon LinkedIn, Justine Renaudet, et après j'ai un compte Instagram, mon nom c'est Justina Paris, tout attaché. Vous pouvez me retrouver là et puis, bah, voilà, hein, principalement, j'ai pas plus, je ne suis pas encore influenceuse, je n'ai pas, de réseaux sociaux très développés. Et avant de se quitter, est-ce que tu as un message à faire passer pour les femmes qui ont vécu la même chose que toi et qui Mmh n'osent mh. pas trop, en parler? Ouais, bah, je pense que la clé, c'est vraiment d'en parler, de sortir de cet isolement émotionnel, qu'on peut ressentir, quand on a un désir, d'enfant qui est pas, qui est pas concrétisé. De pas rester seule, on est nombreuses à vivre, ce que j'appelle un peu la non-maternité subie. Il faut, il faut en parler et plus on en parlera, plus, on fera aussi de la prévention sur, tout ça et plus on le vivra, sereinement, je pense. Voilà. Eh bien, c'est super, c'était le mot de la fin. Merci. Merci encore, Justine. Je rappelle encore, hein, ton livre, Un ventre triste, chez Hello Éditions, qui est toujours, disponible, hein. On peut le commander Ouais, même tout à fait. sur Amazon. Ouais, exactement. Et puis, merci à vous. Vous pouvez écouter ou réécouter ce podcast, cet épisode sur toutes les plateformes. Et à bientôt pour un nouvel épisode de Sources d'inspiration au pluriel.